Question à débat, est-ce que cette Coupe du Monde est un terrible échec? Je pense qu'il est important de clore cette histoire, de tourner la page et c'est pour ça que je vais vous faire un petit bilan de cette compétition. On va évoquer toutes les choses qu'il faut retenir de cette Coupe du Monde 2023, les bons et les moins bons. Comme ça, on va ensemble pouvoir répondre si cette Coupe du Monde 2023 était un désastre ou s'il y a des bonnes choses à en tirer malgré tout. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour le développement de ma chaîne, ça me permet de pouvoir faire des projets encore plus conséquents et vous faire plaisir, donc ça vous prend quelques secondes. N'hésitez pas à activer aussi la petite cloche. Je vous remercie d'avance. Si on demande aux fans de Lovely ce qu'ils pensent de cette compétition, une grande majorité répondront qu'ils sont déjà déçus d'un point de vue sportif et mettront également en avant l'effet d'arbitrage. Je vais donc vous diviser cette vidéo en plusieurs parties pour vous parler de plusieurs aspects qui nous permettent de juger si cette compétition est réussie ou non. On va aborder dans un premier temps le bilan économique financier, le bilan de notoriété, l'image de cette Coupe du Monde aux yeux du grand public, le bilan sportif évidemment, et pour finir un bilan un petit peu plus global qui englobe toutes ces catégories pour dresser un peu le bilan vis-à-vis du rugby pour savoir s'il s'en sort plutôt bien après cette compétition. Mais ne vous en faites pas, on va bien parler de tous les sujets qui fâchent, mais je trouvais aussi important de parler aussi des choses positives qu'on peut tirer de cette compétition. Dans un premier temps, le bilan économique. Bon, j'ai conscience que c'est pas le bilan le plus fun à décrypter, mais c'est important de mettre en lumière quelques aspects qui fait que cette compétition est réussie ou non, parce que ça passe aussi par ces aspects financiers, il faut pas se mentir. Globalement, les différents acteurs qui ont pris part à cette compétition sont plutôt satisfaits. Et évidemment, les secteurs qui en ont le plus profité, c'est bien sûr l'hôtellerie ou la restauration. Au total, cette Coupe du Monde aurait rapporté près de 2 milliards de chiffres d'affaires. Une réussite touristique et d'accueil car c'est près de 600 000 visiteurs étrangers qui sont venus lors de cette compétition, soit près de 200 000 de plus que lors de l'édition en Angleterre en 2015. Et ces visiteurs étrangers représentent près de 45% des acheteurs de billets, dont notamment 45% d'anglais et 8% d'irlandais. Pour les recettes de la billetterie, on est notamment sur un record de l'histoire de la Coupe du Monde. On est à près de 350 millions d'euros. Mais dans l'histoire, qu'est-ce que ça nous a rapporté à nous, les Français, et à notre fédération française de rugby? Alors, des Échos donnent le chiffre de 40 millions d'euros de bénéfices pour le comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby qui serait reversé à l'euro près pour le développement du rugby en France. Bon, je vais pas m'attarder sur le côté chiffres, on n'est pas là pour faire une rubrique économique, mais il y a quelques petites anecdotes intéressantes qui sont bien de mettre en lumière. Par exemple, lors du match au Stade de France entre l'Irlande et l'Écosse, il y a eu un record de nombre de pintes vendues. Écoutez bien, le chiffre est assez hallucinant. 137 000 pintes vendues. C'est complètement hallucinant. Vous imaginez, c'est près de 1 litre de bière par personne dans le stade. En sachant qu'il y a des familles et des personnes qui ne boivent pas d'alcool qui viennent au stade. Donc imaginez combien ça fait. Pas mal. Autre chiffre, et là c'est plutôt un bémol, c'est évidemment les conséquences d'une sortie prématurée du 15 de France d'un point de vue économique. Par exemple, les audiences télévisuelles ont vachement baissé depuis que l'équipe de France est sortie. TF1 a même divisé par 2 le prix de ses écrans publicitaires pour la finale. Autre gros manque à gagner, c'est vis-à-vis des loges. C'est seulement 120 000 places en loge qui ont été vendues, beaucoup moins que ce qu'ils auraient espéré. De quoi générer une perte pour la FFR, selon les dires de l'équipe de France, estimée à entre 10 et 20 millions d'euros. Bon, fini de parler d'argent, maintenant on va s'intéresser sur le côté notoriété de cette Coupe du Monde. Déjà, d'un point de vue affluence dans les stades, on est sur un record. 2,4 millions de spectateurs ont garni tous nos stades en France, qui est un record pour l'histoire de la Coupe du Monde. Par comparaison, la dernière édition au Japon n'avait fait que 1,7 million de spectateurs dans leur stade. Gros point positif d'un point de vue notoriété et développement de l'image du rugby en France, c'est vis-à-vis de la vente des maillots de l'équipe de France. Près de 200 000 maillots de l'équipe de France qui ont été vendus, soit plus que l'intégralité de tous les maillots vendus de toute équipe confondue lors de la dernière édition au Japon. Et honnêtement, c'est quelque chose que j'ai remarqué moi quand je suis allé au stade souvent, c'est de voir à quel point beaucoup de personnes portaient les couleurs de l'équipe de France, beaucoup plus qu'à son habitude. Et donc voilà, moi ça m'a fait vraiment plaisir de voir autant d'entrain autour de notre équipe de France et autant de personnes jouant le jeu et portant le maillot des Bleus. D'ailleurs, en parlant d'équipe de France, l'impact que cette Coupe du Monde a eu d'un point de vue de licenciés, c'est-à-dire de personnes qui s'inscrivent pour faire du rugby, a également connu une augmentation de 15%. Une augmentation qui à mon avis aurait pu être beaucoup plus conséquente si on avait été plus loin lors de la compétition et même si on avait été champion du monde. Niveau audience TV, les Français ont été plutôt au rendez-vous. Cette Coupe du Monde aura engrangé près de 230 millions de téléspectateurs au cumul en France, avec un pic à 18,4 millions lors des dernières minutes du match France
Afrique du Sud. Ces hauts chiffres sont à prendre en considération, mais ce n'est pas un record. Le record absolu date de 2007, le match opposant la France à l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde, qui avait atteint un pic de 20 millions de téléspectateurs. Pour là également une défaite de l'équipe de France. Idem côté des 10 villages rugby qui ont été plutôt bien garnis. Ils auront accueilli près de 1,6 million de visiteurs versus 1,1 million de visiteurs dans les fan zones lors de l'édition japonaise. Par exemple, avant la compétition, pour 84% des Français, le rugby véhicule une belle image, un beau sport avec des belles valeurs de convivialité et de partage. Dans ce même sondage, cela fait d'ailleurs part d'un vrai intérêt des Français pour cette compétition, car près de 58% de ces derniers ont dit qu'ils s'intéresseraient et suivraient cette compétition, ce qui est même de 12 points de plus que pour la dernière Coupe du Monde de foot au Qatar. Un entrain pour le rugby qui est plutôt logique, mais qui malheureusement n'a pas été vraiment récompensé en performance et du bilan sportif. Et ça, c'est un peu la grosse déception de cette Coupe du Monde, c'est que pour autant de personnes présentes et intéressées par cette compétition, d'avoir un résultat aussi décevant d'un point de vue sportif. Encore une fois, une transition toute trouvée pour parler du bilan sportif. Et là, je peux vous dire qu'on a des choses à dire et j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire, donc n'hésitez pas. Bon, globalement, on va être honnête, la plus grande partie des fans de l'Ovalie sont plutôt très déçus de cette compétition d'un point de vue sportif. Et en même temps, si on liste un peu les choses, la France qui sort en quart de finale, des tirages des poules qui sont assez mal faits et qui donnent des quarts de finale et des demi-finales complètement incohérentes, et à la fin, une victoire des Springboks. En bref, si on résume tout ça, ça donne un bilan sportif plutôt désastreux sur cette compétition. Et franchement, et là c'est le moment où je sors de mon script écrit et que je vous parle avec mon cœur, c'est une vraie déception d'un point de vue sportif, parce que franchement, toutes les planètes étaient alignées pour voir l'équipe de France aller loin et même remporter cette compétition. Là, ça fait vraiment mal après 4 ans de préparation intense pour être présent à cet événement qui est quand même assez incroyable. On n'aura pas beaucoup d'occasions d'avoir une Coupe du Monde en France avec une équipe de France aussi en forme, qui est pour moi la meilleure équipe du monde actuellement. Donc c'est un vrai rendez-vous raté et ça m'étonnerait qu'on aura beaucoup d'autres occasions de fédérer autant les Français autour de notre équipe de France, étant donné en plus que la prochaine Coupe du Monde aura lieu en Australie. Donc courage aux Français pour se lever à 4 h du mat pour aller voir des matchs de la Coupe du Monde. Mais bon, fin de cette parenthèse, revenons sur cette compétition car tout n'est pas à jeter, il y a eu quand même des beaux matchs, des belles surprises. Donc on va essayer aussi de voir le bon côté des choses de cette Coupe du Monde 2023. Déjà, quand on parle de bonnes surprises, on ne peut pas ne pas parler du Portugal. C'est certainement la plus grosse et plus belle surprise de la compétition, un pays qui nous a plus habitués à des résultats assez médiocres. Il ne brille pas dans le tournoi Destination B, avec essentiellement des joueurs qu'on ne connaît pas trop, ou du moins quelques têtes d'affiche qu'on voit par-ci par-là en top 14 ou en Pro D2. Même si au final ils s'en sortent qu'avec une victoire et un match nul. Cela contraste énormément avec les attentes qu'on aurait pu avoir de cette équipe. Beaucoup envisageaient presque un 0 victoire pour le Portugal. Et ces derniers ont quand même réussi à battre les Fidji, quart de finaliste de la Coupe du Monde, faire un match nul en perdant d'une petite pénalité à la fin contre la Géorgie. En bref, ils ont fait un très beau parcours en vue de leur statut international. Et surtout, ils ont produit du beau jeu. C'est ça qui est cool, c'est qu'ils ont vraiment produit du jeu agréable à regarder. C'est tout ce qu'on attend d'une Coupe du Monde. Donc chapeau le Portugal. Bravo David Girard et Lagisquier pour leur travail. On a hâte de vous voir dans les prochaines compétitions internationales. Mais au-delà du Portugal, il y a aussi d'autres petites équipes qui nous ont régalé lors de cette compétition. Je pense notamment par exemple à l'Uruguay, qui sont tombés malheureusement dans une poule un peu compliquée avec la Nouvelle-Zélande et la France. Mais qui ont quand même malgré tout réussi à tenir le coup et produire un peu du jeu. Ces Uruguayens nous ont notamment fait déjouer lors de ce deuxième match de poule de l'équipe de France, où on a eu du mal à les battre. Quand tu sais l'écart de niveau entre ces deux pays, c'est assez honorable pour eux. Mais aussi d'autres équipes comme les Tonga ou même le Chili qui participe pour sa première Coupe du Monde. C'est ce que j'ai dit précédemment, c'est ce qu'on attend d'une Coupe du Monde, découvrir de nouveaux visages, de nouveaux rugby, et pour le coup, on a été gâtés. Du coup, et ça c'est assez notable pour une compétition de l'envergure d'une Coupe du Monde, il n'y a pas eu de petits matchs, même le petit match était relevé. On pouvait également trouver du plaisir à regarder un match qui sur le papier n'était pas forcément les plus attirants et les plus spectaculaires. Pour juger un petit peu du bilan sportif de cette compétition, je me suis penché sur quelques chiffres offerts par Opta. Et pour le coup, il faut dire qu'ils sont assez impressionnants et beaucoup de records sont tombés lors de cette compétition, qui contrastent un peu avec notre impression de ce bilan un peu mitigé, comme quoi des fois les chiffres ne font pas tout. Regardons par exemple au niveau des essais. Déjà, la Nouvelle-Zélande régale statistiquement. Ils ont inscrit 49 essais lors de cette compétition, ce qui est le deuxième
meilleur record d'essais inscrits lors d'une compétition. Will Jordan, l'ailier des All Blacks, égale le record d'essais inscrits en l'espace d'une compétition qui est de 8 essais. Il rejoint donc notamment les légendes John Alomu, Julian Savea et Bryan Habana. Le double meilleur joueur du monde néo-zélandais Beauden Barrett devient le premier joueur à inscrire un essai sur 2 finales de Coupe du Monde. Niveau défenseur battu, on est également sur des chiffres assez impressionnants. Encore une fois, les All Blacks s'illustrent et égalent le record de défenseurs battus en l'espace d'une compétition, soit 266 défenseurs battus, et Mark Tela devient le deuxième joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à dépasser les 40 défenseurs battus en l'espace d'une compétition. Rejoignons donc la légende John Alomu qui avait fait ça en 95 et en 99. Et au passage, il détrône Lomu en devenant le joueur qui a battu le plus de défenseurs en l'espace d'une finale de Coupe du Monde. 9 pour Tela versus 8 pour John Alomu en 95. Au niveau des plaquages, il y a également encore plein de records qui tombent, mais cette fois-ci c'est plutôt du côté des Springboks. Ces derniers réalisent 974 plaquages en l'espace d'une édition, un record encore une fois, améliorant leur prestation de 2015 où ils avaient réalisé 917 plaquages. Ils réalisent également 209 plaquages lors de la finale de la Coupe du Monde, explosant le dernier record qui était aussi détenu par eux en 2019, qui était de 158 plaquages. Franchement impressionnant. Et celui qui a notamment bien aidé à cela, c'est Peter Steve Dutoy qui réalise 28 plaquages lors de la finale de la Coupe du Monde, ce qui est également un record, où il explose le précédent record détenu par Richie McCaw en 2011, qui était seulement de 18 plaquages. Et quand je dis seulement 18 plaquages, c'est déjà monstrueux en finale de Coupe du Monde. Autre gros record niveau plaquage, c'est pas un Sud-Africain cette fois-ci, mais un Argentin qui le réalise. C'est Marcos Kremer qui explose le record précédent en réalisant 92 plaquages dans l'espace d'une compétition, améliorant le dernier record de 10 plaquages qui était détenu par Faletau en 2011. Au-delà de tous ces chiffres et toutes ces données statistiques sur des faits et des actions rugbystiques, il y a aussi l'aspect de légende. Et pour le coup, on a été gâté lors de cette Coupe du Monde. Déjà, le All Black Samuel Whitelock, futur joueur de la section paloise au passage, explose le record de participation en Coupe du Monde avec 26 participations en Coupe du Monde. Mais plus encore, il devient le premier joueur de l'histoire à participer à 3 Coupes du Monde. Rien à dire, chapeau l'artiste. Une longévité également du côté des arbitres, car l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde, l'anglais Wayne Barnes, devient le premier arbitre à avoir arbitré sur 5 Coupes du Monde différentes, du haut de ses 27 matchs de Coupe du Monde arbitrés, ce qui est également un record. A l'inverse, dans les faits un peu notables, c'est la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde qu'un carton rouge est sorti en finale de la Coupe du Monde. En bref, des chiffres assez impressionnants qui contrastent un peu avec la qualité de jeu auquel on a pu assister. Et forcément, quand on parle de bilan sportif, on doit évidemment aborder la facette de l'arbitrage. Bon, comme le dirait notre capitaine, j'ai pas envie de faire le mec aigri qui gueule sur l'arbitrage parce qu'on a perdu. Moi, j'ai pas envie de faire l'aigri qui râle sur l'arbitrage parce qu'il a perdu le match, mais... Mais faut reconnaître que l'arbitrage a été quand même au centre des débats lors de cette Coupe du Monde. Moi, ce qui me dérange le plus lors de cette compétition concernant l'arbitrage, c'est plus cette incohérence qui a pu avoir entre certains types d'arbitrage. Il y a vraiment une grosse différence entre deux arbitres, mais également le rapport et le positionnement que ce dernier a envers la TMO. Arbitrage vidéo pour les non-avertis. En vrai, sans déconner, c'est quand même assez fou de voir que en l'espace de 2 matchs différents avec 2 arbitres différents, on peut avoir le même type d'action qui est sanctionné d'un côté d'une simple pénalité et de l'autre d'un carton rouge. Et pour le coup, c'est arrivé à plusieurs reprises. Et puis aussi, je trouve assez malsain le fait que les arbitres de champ et la TMO se renvoient les responsabilités comme si personne voulait dire et acter les décisions importantes qu'il faut réaliser lors d'un match. Sérieusement, au bout d'un moment, il faut prendre ses responsabilités et assumer de siffler les fautes, quelles qu'en soient les conséquences pour le match. C'est aussi ça ce qu'on attend d'un arbitre. Par exemple, je prends le cas de situation du bunker, qui est en soi une nouvelle règle et qui a pour but de favoriser le jeu pour éviter tous ces temps longs où on regarde de multiples fois les actions au ralenti pour trouver les fautes. Dans le principe, c'est plutôt une bonne initiative, je trouve que c'est plutôt intelligent, mais à force, les arbitres sont trop reposés dessus et ils n'ont plus le courage de siffler les fautes qui sont évidentes. Et dès qu'il y a une faute un petit peu litigieuse, ils envoient carton jaune, bunker, et boum, c'est la TMO qui va s'occuper de la responsabilité de la faute. Alors que des fois, honnêtement, le carton rouge est évident. Je vois pas pourquoi tu passes par la case bunker alors que tu peux sortir directement le rouge parce que c'est clair et évident. Après, je trouve qu'il y a aussi eu des manquements de l'autre côté. Des fois où l'arbitre de champ décide de ne pas écouter les conseils du TMO alors que lui est quand même bien placé, il a tous les angles de vue pour pouvoir juger s'il y a faute ou pas. Bon, par exemple, l'action qui a beaucoup fait débat en avant volontaire à mon avis de Eben Etzebeth. La TMO a envoyé des instructions à Ben O'Keefe, arbitre de champ, lui disant oui, ce serait peut-être bien de checker au ralenti parce que ça m'a l'air un petit peu litigieux. Ben O'Keefe, lui, il a décidé de ignorer ce conseil et de son point de vue, il a dit non, c'est bon, il a rabat derrière, il n'y a pas en avant. Moi, de mon point de vue, je suis pas arbitre
Mais 9 fois sur 10, je suis gentil, 95% du temps, cette faute, n'importe où, c'est carton jaune et c'est de pénalité. Il y a un micro-geste, la balle, elle retombe, on va dire au cordeau, un petit peu devant, un petit peu en arrière, mais après c'est faussé parce que Eben, il saute, donc il prend de l'élan, donc son corps avance et du coup ça donne cette impression que la balle va derrière, mais pour moi franchement la balle, elle tombe devant. Et surtout quand tu vois les conséquences que cet essai refusé et cette pénalité non sifflée aurait pu avoir sur le match, hein, parce qu'on marque l'essai, c'est 14-0 pour la France à même pas 10 minutes du quart de finale. Moralement, ça change tout la physionomie du match. Mais bref, du coup, là, il y a un vrai problème au niveau du TMO qui avait son mot à dire parce que lui, il était bien positionné, il avait son avis sur la chose et Ben O'Keefe qui a pris ses responsabilités. Ok, tu prends tes responsabilités, mais après, tu assumes les conséquences. De l'autre côté, de temps en temps, tu as des fautes qui sont claires et nettes, vues par le public, vues par le stade, vues à la télévision. Et là, la TMO décide de ne pas intervenir. Typiquement, je pense, et ça aussi, c'est une action qui a beaucoup fait débat, le départ anticipé de Chelsea Colby, qui d'ailleurs a été confirmé que c'était une faute par World Rugby après coup. Hein. Oh pardon, vous avez été éliminé, mais on reconnaît qu'il y a eu des manquements. C'est comme ça, la prochaine fois on fera pas les erreurs. Merci. Hein. Pourquoi la TMO ne double-check pas ça? Ça arrive tellement rarement que je vois même pas pourquoi ils se posent pas la question d'essayer de rechecker pour voir s'il n'y a pas un manquement. Surtout sur un match aussi capital qu'un quart de finale, avec en plus le pays hôte. Franchement, c'est une faute professionnelle pour moi de ne pas checker ça. Donc voilà, il y a des fois, il y a des moments où la TMO est trop présente pour des choses des fois qui ne servent à rien. Et des moments où elle doit être présente, elle n'est pas là. Bien, on a tous les outils pour pouvoir bien arbitrer et au final, c'est mal régi, je trouve. Enfin bref, une surpuissance de décision qui malheureusement génère de la frustration et qui alimente tristement ce sentiment de complot envers l'arbitrage parce que au final, pour tout le public, on va dire moins averti, qui connaît moins les règles, il y a ce sentiment de non-dit, de non-explication de ce qui se passe. Et tout le monde est là en mode mais pourquoi il n'y avait pas eu faute, pourquoi là il y a faute. Et je pense qu'il manque de pédagogie. Je suis loin de dire que la voix du public doit compter dans les décisions arbitrales, hein. Loin de là, hein. L'arbitre est beaucoup plus légitime que tout le monde sur Terre pour pouvoir juger de ça. Mais du coup je peux comprendre cette défiance qui grandit du côté du public envers l'arbitrage parce que ces derniers n'essayent pas d'expliquer au grand public, surtout sur une compétition comme la Coupe du Monde qui est regardée aussi par plein de gens qui ne connaissent pas le rugby, les raisons des fautes. Voilà, je trouve que extérieurement ça donne vraiment une image d'un arbitrage qui est un petit peu élitiste, un peu on est à la science infuse, nous on connaît le rugby, vous connaissez rien, vous n'avez pas votre mot à dire. Et je trouve ça un peu handicapant pour le développement de ce sport et qui a besoin d'être un petit peu plus expliqué et pédagogique pour conquérir un public non averti. Après, en vrai, si on avait gagné la Coupe du Monde avec le même type d'ardu, on n'aurait même pas débattu sur le sujet. Hein. Évidemment, c'est toujours quand on perd qu'on essaie de retrouver un fautif, une personne sur qui taper. Et forcément en France, et c'est très traditionnel en France, c'est de cracher sur l'arbitre. Hein. Donc voilà, prendre toutes ces informations avec des pincettes, en vous rappelant évidemment en aucun cas ces décisions arbitrales qui sont certes contestables doivent entraîner des comportements comme du harcèlement ou même des menaces, parce qu'il y a eu certains arbitres, notamment Ben O'Keefe ou Wayne Barnes, qui ont été victimes de menaces après leur match. Les amis, il y a des problèmes bien plus graves dans la vie, hein. Ce n'est qu'un sport, même si pour moi et pour plein de personnes, c'est plus qu'un sport, c'est une passion, ça rythme nos vies. Mais il n'y a pas mort d'homme, ça vaut vraiment pas le coup de partir dans cette dérive très haineuse. Et en plus, franchement, ça donne pas une belle image de notre sport parce que c'est loin des valeurs du rugby. Après bon, pour finir avec ses reproches et ses commentaires sur l'arbitrage, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire malgré tout sur la relation entre arbitre de champ et TMO qui serait peut-être à revoir. Après, je sais pas, je sors des idées là qui me viennent comme ça à l'esprit. Moi, je trouve pas déconnant qu'on puisse donner plus de droits sur certaines décisions à l'arbitre vidéo. Je pense que ça pourrait être intéressant de donner une sorte de veto aux arbitres vidéo qui pourrait imposer l'arbitre de champ, je sais pas, de checker certaines situations. Typiquement, l'en avant volontaire de Eben Sebes, si l'arbitre vidéo était sûr et était persuadé de ses plans, parce que lui il a plein de plans que l'arbitre de champ ne peut pas avoir, il pourrait voir une action litigieuse qui considère comme évidente, qui serait placée sous la vigilance de l'arbitre de champ, qui demande à l'arbitre de champ l'imposer de regarder la vidéo
même si ce dernier pense avoir le bon jugement, hein, comme Ben O'Keefe lors du quart de finale. Et après consultation de cet arbitrage vidéo, l'arbitre de champ pourrait avoir un jugement beaucoup plus pertinent. Après, le but n'est pas de retirer du pouvoir à l'arbitre de champ, hein. Au final, c'est lui qui a le dernier mot. Une célèbre phrase au rugby qui dit que l'arbitre a toujours raison, même quand il a tort. Il faut prendre cette variable en considération. Mais bon, après, globalement, je ferme cette parenthèse sur l'arbitrage parce que, à part ces quelques petits manquements, les arbitres ont fait du bon travail malgré tout. Et je trouve ça un peu dommage qu'on ait mis autant de projecteurs et autant de focus sur ces quelques petites, certes décisives, fautes d'arbitrage aux dépens du jeu en lui-même. Et pour finir un peu ce bilan du côté sportif, on pourra dire que cette Coupe du Monde sera un peu la Coupe du Monde de la stratégie. Car oui, entre nous, les Springboks, on les aime pas, on n'aime pas leur jeu vicelard, tout le temps à jouer à la limite des règles, sur un jeu un peu minimaliste, mais certes efficace, qui en plus ont eu de la chance d'avoir quelques faveurs arbitrales dans leur sens, hein. L'arbitrage ne fait pas tout dans un match. En général, l'arbitrage ne peut pas te sauver à 100%. Hein. D'ailleurs, si nous, le 15 de France, on avait mieux joué sur certains points, on n'aurait même pas eu ce débat sur l'arbitrage. Mais il faut reconnaître, même si ça me fait mal au cœur de l'admettre, que les Sud-Africains ont réalisé une vraie masterclass d'un point de vue stratégique. Et je sais, me jetez pas des pierres, hein, je loue en aucun cas cette qualité de jeu, cette manière de penser. Mais il faut croire que c'est comme ça qu'on gagne une Coupe du Monde, hein. Ils ont été très réalistes vis-à-vis de ça. Ils ont su analyser les failles de chaque équipe, de chaque joueur, de même chaque arbitre pour les exploiter au maximum. Et au final, ça a porté ses fruits, hein. Ils ont arrivé à faire déjouer plein d'équipes qui étaient sur le papier et même sportivement, je pense, au-dessus d'eux, en jouant sur des subtilités. Et c'est là où l'expérience de cette équipe a notamment, je pense, contribué à la victoire de l'Afrique du Sud. Et il faut reconnaître avec du recul qu'ils ont été très bons stratégiquement lors de cette Coupe du Monde. Enfin voilà, c'est triste, mais on pourrait en tirer une morale que c'est pas le plus beau jeu, le plus spectaculaire rugby qui est récompensé à la fin. C'est souvent ceux qui sont les plus stratégiques qui remportent la Coupe du Monde à la fin. Et que si nous, un jour, on veut remporter cette compétition, il va falloir peut-être réfléchir d'une manière un petit peu plus stratège et prendre exemple sur certaines équipes qui, au final, ont réussi à arriver quasiment à chaque fois en finale ou même remporter cette Web Ellis Cup. Dernier point pour finir, un grand bilan global de toutes ces catégories que j'ai pu vous évoquer, hein, parce qu'au final, est-ce que cette Coupe du Monde est une bonne opération? Est-ce que c'est un bilan dramatique, désastreux comme on a pu l'imaginer et le dire au début? Ou est-ce que malgré tout, cette compétition a été plutôt une bonne chose pour le rugby? Déjà, niveau notoriété, je pense que c'est déjà une bonne chose. On a vu un peu tous les effets positifs, l'engouement des Français envers le rugby, hein. Que ce soit avant ou pendant la Coupe du Monde, on a vu beaucoup d'initiatives, beaucoup de mise en avant de l'équipe de France, qui était assez rare à l'époque. Je pense à notamment plein de campagnes publicitaires, comme par exemple Apple, qui ont placardé en gros les joueurs de l'équipe de France sur les bâtiments français. Ce qu'on avait beaucoup l'habitude en France de voir plutôt pour les joueurs de l'équipe de France de foot. Donc on voit un vrai tournant médiatique et de notoriété autour du rugby qui commence à monter en considération de par ses belles valeurs. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à qu'on arrive à garder ces belles valeurs qui fait l'attractivité de notre sport. Même si évidemment on aura toujours ce petit goût amer de se dire qu'on n'a pas fait les choses jusqu'au bout, hein, de ne pas savoir ce que ça aurait pu donner si l'équipe de France avait réussi à aller plus loin en compétition, quel aurait été l'engouement autour du sport en France si on avait réussi à atteindre la finale, voire même être champion. On ne le saura malheureusement jamais. Mais heureusement, ce qui en ressort globalement aux yeux du grand public, c'est que le rugby, c'est un sport de partage où les gens sont sympathiques, les supporters se battent pas entre eux, font la fête, boivent des coups ensemble. Même si bon, ça a été un peu entaché vers les phases finales sur certaines décisions arbitrales. Mais bon, globalement, je pense que ça a fait le taf. Les Français, de manière générale, après cette Coupe du Monde, garderont une belle image du sport et j'espère qu'ils continueront à suivre le rugby et le 15 de France pour les prochaines échéances. Après, malheureusement, on s'est encore retrouvé avec un dernier carré surdominé par l'hémisphère sud, hein, avec une seule nation du Nord, enfin de l'hémisphère Nord pour sauver les meubles. Malheureusement, les Anglais. Mais bon, ça donne encore cette impression que le rugby est encore un sport réservé aux pays du l'hémisphère sud. Et ça, c'est un peu dommage lors de cette compétition. On avait vraiment moyen de prouver l'inverse avec des équipes fortes comme l'équipe de France ou l'Irlande qui malheureusement n'ont pas répondu présent au rendez-vous. Après, côté bémol, malheureusement, je l'ai déjà assez dit, mais c'est toutes ces dérives un petit peu haineuses qui ont rien à faire dans le rugby. Tout ce qui est injure, tout ce qui est sifflement, tout ce qui est insulte envers l'arbitrage, même envers certaines équipes. Ça, franchement,
franchement, c'est dommage que ça ait eu lieu. J'espère que ça se reproduira pas dans d'autres compétitions. Et évidemment, la consacration des Springboks, qui est à mon avis pas une bonne chose pour le rugby, parce que ça montre que le rugby qu'on a envie de promouvoir, le beau rugby, le rugby de mouvement, de déplacement, de beaux jeux, ce rugby qu'on aime regarder et qui peut plus facilement conquérir de nouvelles personnes, et bah c'est pas ce rugby qui a été mis en avant lors de cette compétition. Malheureusement, c'est un rugby de guerre dans les rucks, de recherche de pénalités, un rugby un peu complexe, stratégique et moche, hein, il faut pas se mentir, qui sera pas forcément le rugby le plus vendeur, notamment aux yeux du grand public. Et le fait de consacrer les Sud-Africains prouve que c'est ce rugby qui fonctionne pour ce genre de compétition, et j'espère vraiment que pour la prochaine édition ce soit un autre type de rugby qui soit plus mis en avant, si possible un rugby mené par le 15 de France, hein. Mais voilà, c'est un peu ce bémol qu'on peut retenir de cette compétition, c'est qu'on n'aura pas retenu et qu'on n'aura pas vu le plus beau rugby lors de cette compétition, qui a quand même cette vocation d'être une vitrine de notre sport aux yeux du grand public. Mais bon voilà, restons optimistes, j'espère que la plupart des personnes garderont le côté positif de cette compétition et que ça a permis à de nombreuses personnes qui n'étaient pas familiarisées avec le rugby de s'y intéresser et potentiellement de regarder par la suite. Prochaine étape qui arrive très vite, hein, c'est le tournoi à destination avec un gros choc entre la France et l'Irlande au Vélodrome, hein. Je pense que ce sera l'occasion de reprouver la valeur de notre équipe de France, qui est quand même une très belle équipe, hein, qui nous a fait rêver pendant ces 4 années de préparation pour cette Coupe du Monde. Et après évidemment commencer le travail de longue haleine direction Australie 2027, et je suis persuadé cette fois-ci on aura une équipe expérimentée qui prendra note de tout le manque d'expérience qu'on a pu commettre lors de cette Coupe du Monde 2023 pour enfin remporter notre première Web Elite Cup. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos commentaires en commentaire, hein. Bye bye à la Coupe du Monde. On a des belles années à venir pour l'équipe de France qui arrive très bientôt.